Alors, cours sur l'éducation. Je voudrais prendre la suite de ce qu'on avait dit précédemment. Cours sur l'éducation, donc, et je voudrais revoir ce qu'on a fait la semaine dernière. Oui, on était arrivé du problème de la self-esteem. Éduquer un enfant, c'est lui donner l'estime de soi, de façon à ce qu'il puisse faire son travail. On avait rencontré de gros problèmes. On avait dit, mais vous savez que les enfants sont la proie de leur environnement. Naturellement, il est très fort l'environnement, le foot, les modes, les soucis, l'air du temps, la manière de parler. Et lui, on doit l'éduquer selon son chemin. Et pire encore, nous-mêmes, nous sommes prisonniers, nous-mêmes, de notre environnement, de notre problématique. Notre milieu, le regard que portent les gens sur nous, la définition de ce qu'on appelle réussir dans la définition de ce qu'on appelle réussir dans notre vie, ça dépend naturellement de ce que le regard qu'on porte sur nous. Et pire encore que ça, il y avait le fait qu'on veuille réussir par procuration au travers de nos enfants. Ce qu'on a raté, nous, on veut que nos enfants le réussissent. Je vous avais dit aussi, de manière à ce qu'on résolve ce problème, donc on a un double problème. Nos enfants sont une variable, ils ne se connaissent pas eux-mêmes, et nous, on doit les éduquer selon leur chemin. Nous, on ne se connaît pas nous-mêmes, donc on est une variable, on ne sait même pas quel chemin prendre pour nous-mêmes, oui, et on doit définir quel chemin on doit prendre pour l'enfant. Comment agit sur nous l'environnement? Les courants sont aujourd'hui des courants de dépersonnalisation. La société est extrêmement puissante, elle a des moyens de nous contraindre de manière très indirecte. Oui, les télés qui nous offrent des images. Pour nous, une image, c'est la vérité. On ne voit pas que cette image s'inscrit dans un contexte et qu'on vous focalise sur certaines images pour marquer votre imagination. Et pour nous, c'est la vérité. La parole, le premier qui vous parle, c'est lui qui imprime en vous l'idée que c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Quand la foule il y a un grand nombre contre nous, on se sent très mal. Or, pourtant, c'est pas le nombre forcément qui a la vérité. D'accord? Et le souci d'être excommunié dans la société moderne, c'est-à-dire être disqualifié, sorti du groupe, c'est pour nous un grand souci, comme un souci comme pour nos enfants. D'accord? On a peur de se distinguer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, c'était ça la problématique. Comment penser éduquer un enfant selon son chemin quand il ne connaît pas son chemin, que nous ne connaissons pas le nôtre? On avait abordé un petit peu ce problème-là en disant, mais il faut scruter, c'est-à-dire, il faut un peu négliger notre aspect personnel, notre vision personnelle des choses. C'est-à-dire, focaliser notre regard sur l'enfant. Et essayer de ne pas exister, de scruter ses besoins, de déceler la manière dont il regarde les choses, au-delà même de ses réflexes immédiats. Savoir, d'une manière générale, qu'on est prisonnier des modes, des groupes dominants, des enfants dominants, et que donc, avoir un regard distant vis-à-vis, et puis sans aucune prétention personnelle, tendre vers trouver le point de vérité de l'enfant en question pour essayer de le guider. Et c'est bien, c'était une bonne chose. Seulement, pratiquement, ça s'avère difficile quand nous-mêmes on est une variable. Je vous avais dit, nos enfants sont nos garants, ça veut dire que c'est eux nous ne transmettons, nous sont les garants de notre respect de la Torah, ce qui veut dire que si nous leur transmettons la Torah, alors ça veut dire que la garantie n'a pas besoin de jouer, en quelque sorte. Et si on ne leur transmet pas la Torah, la garantie a besoin de jouer. D'accord, Khalila? Mais en fait, nos enfants sont la garantie, sont nos garants dans ce sens que ce garant que l'on respectera la Torah, dans ce sens que si nous sentons que la Torah est la valeur principale, alors on la leur transmettra. Et on la leur transmettra de manière pratiquement naturelle et tranquille, d'accord? Et derrière cette question, quand on se pose, on se demande, mais doit-on leur transmettre la Torah, mais comment vont-ils vivre? Se cachent en vérité nos propres ambitions matérielles, oui, se cachent nos propres inquiétudes sincères d'ailleurs, en se disant, mais il faut quand même qu'ils mangent, qu'ils vivent, etc. Et cette garantie, on voit qu'elle vient tout à fait à propos, d'accord?
Il faut savoir hein, que la manière dont on vit, c'est l'exemple de nos enfants. Pourquoi? Ce qui compte, c'est l'émotion et l'affectivité. Oui, j'ai lu une publicité en passant là, c'était marqué « Nous livrons avec le sourire ». Je ne veux pas dire l'entreprise, oui, elle livre avec le sourire. Et je me suis dit que pour ma part, si jamais j'ai été chargé de la communication, j'aurais dit « Nous livrons le sourire avec la marchandise ». Parce qu'au bout du compte, c'est vrai que la marchandise est absolument indispensable. Et qu'on serait pas, les femmes surtout ne seraient pas du tout contentes qu'on leur vive le sourire sans la marchandise. Il n'y a pas de discussion dessus. Mais en vérité, c'est le sourire qu'on attend. C'est l'échange qu'on attend. C'est cette chose-là. Donc l'émotion, l'émotivité, c'est ça qui est important. Ça nous aide énormément. Donc c'est une autre écaille, une autre approche aussi. Ça nous sert énormément. N'abordez pas vos enfants sans affectivité. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Vous ne réussirez pas à leur faire oublier le foot si vous raisonnez avec eux. D'accord ? Ils viendront avec d'autres arguments, tout simplement. Vos arguments auront été tout à fait pertinents, mais ils s'avéreront très insuffisants quand ils trouveront d'autres arguments. Donc vous ne pouvez pas travailler comme ça. Travailler avec émotion et affectivité, il n'y a que ça qui compte. C'était là qu'on en était la semaine dernière, d'accord ? Nous sommes dépersonnalisés, ils sont dépersonnalisés et on doit se personnaliser. Comment faire ? Comment faire ? Comment s'éloigner de ces courants ? Alors que ces courants sont, eux, très intelligemment pourvoyeurs d'émotions. Oui, on va au cinéma, on voit un film pour pleurer. Ah, c'était très bien, j'ai beaucoup pleuré. Oui. Ou bien pour rire. Ah, c'était très bien, j'ai beaucoup rigolé. Oui, on paye pour ça, on paye pour l'émotion, d'accord ? Donc, comme c'est la société aujourd'hui est pourvoyeuse d'émotions, le champion est fêté comme un héros. Celui qui réussit est fêté comme un héros. Vous devez lutter contre des courants qui sont des courants très puissants. Ne venez pas avec votre logique. D'ailleurs, ce que je dis, voilà pour tout, hein. Avec vos maris, avec vos femmes, avec vos enfants, garçons, filles, tout le monde. Oui, nous vivons d'émotions. D'accord ? Je n'ai pas dit qu'on doit devenir bête et illogique ou se déstructurer. C'est comme celui qui viendrait avec le sourire sans livrer sa marchandise. Ça n'a pas de sens. Mais vous devez venir avec émotion. Mais ceci n'est pas suffisant. Ça ne permet pas d'aborder le problème au fond. C'est-à-dire comment nous retrouver à nous et qu'on retrouve et trouver la trace dans la neshama de nos enfants. Je vous avais donné une autre approche encore, dans Parashat Ba'alotecha. C'était marqué Ba'alotecha dans la Parasha, justement, au lieu de marquer qu'on devait allumer les nérotes. Oui, allumer est un geste physique. Le feu prend à l'étoupe, d'accord, sur la mèche. Il prend naturellement sur la mèche. Le feu prend sur la mèche, mais au fond, pourquoi c'est marqué en faisant monter ? Et on avait fait plein de drachot, on fait monter parce il y a un escalier devant la menorah. Mais posez-vous la question, pourquoi il y a un escalier devant la menorah ? Oui, Aaron était très grand de taille. La menorah ne faisait qu'un mètre 80 de haut, grossièrement, un mètre un peu plus peut-être, oui. Et Aaron faisait bien plus que ça. Donc quasiment l'escalier l'obligeait encore à se pencher. Donc vous voyez qu'ici, monter en montant vers la menorah, d'accord, ou en faisant monter la femme jusqu'à qu'elle prenne toute seule, ce sont des drachotes qui appellent elles-mêmes une dracha. S'il y a un escalier devant la menorah, alors qu'il n'y a pas besoin, c'est qu'on demande de vous élever. On vous demande de vous élever avant de faire chaque chose. Et de prendre un instant. De prendre un instant pour comprendre la grandeur de ce qui vous est offert. Toute circonstance a nécessité pour beaucoup de malachim, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Oui. Pour que vous rencontriez un ami et que vous lui souririez dans la rue, oui, il a fallu qu'on bloque une circulation d'une rue, qu'il y ait un camion qui ait bloqué l'accès d'autre part, qu'il y ait eu des feux rouges exactement synchronisés, pour que vous rencontriez à l'instant T votre ami dans la rue et vous lui souriez. Vous vous rendez compte ? Les malachim, quand ils sont malheureux, quand ils voient que votre ami passe et vous ne lui souriez pas, après tout le boulot qu'ils ont fait. Donc vous voyez, il faut prendre conscience qu'on attend de vous de la grandeur, c'est certain. On attend de vous de l'élévation. Ce n'est pas suffisant. Parce que c'est une approche en oignon comme ça, hein, elle ne vous donne pas les détails pratiques. Justement, et pour faire un rapprochement avec notre paracha, on peut se demander, mais pour quelle raison, dans notre paracha cette fois-ci, Shlach Lecha, oui, dans cette paracha, on sait
que des Meraglim, des espions étaient envoyés pour pouvoir voir espionner la ville, espionner l'endroit où les Juifs allaient aller. Et on voit que ça a raté, bien que l'ordre était donné par Moshe Rabbeinu, était agréé par Akadosh Baruch Hu, etc. Les grands sadikim ont raté leur mission. Comment comprendre ça? Avant de rentrer dans le détail, que ce sera l'objet du cours suivant, je voulais simplement vous faire remarquer deux ou trois petites choses. La première des choses, ils étaient parfaits, les gens qui ont été envoyés, et au bout du compte, ils ont raté une mission. Pour quelle raison ont-ils raté une mission? Parce qu'ils se sont fait shlichim, vecteurs du peuple. Oui? Il n'y a pas à être vecteur du peuple. Il y a à être vecteur de soi. Bien sûr que pour notre fainéantise innée, c'est plus facile de se rabattre sur les idéaux rabâchés et les chemins battus que de prendre les chemins buissonniers, de prendre les chemins encombrés, encombrés de buissons, hein, les chemins qui n'ont pas été pratiqués, où l'herbe n'a pas été foulée, et que c'est vous le premier qui finalement avancez sur ce chemin. C'est bien plus difficile. Et pourtant, nous sommes nés, nous sommes uniques, chacun est unique, vos enfants, chacun d'eux est unique, et donc on est là pour justement créer, ne serait-ce qu'une virgule, mais elle sera nouvelle, d'une manière générale. Et ici, vous devez faire émerger ce que vous avez en vous. Si vous transportez, si vous vous contentez de transporter ce qui est dit et rabâché, oui, vous n'avez rien fait dans le courant de votre existence. Donc, vous devez faire un effort de vous trouver vous-même et de trouver votre enfant. Rien dans la société, civilisation moderne ne vous enclin à ça. Rien. Tout vous en écarte. De manière générale, c'est réglé comme du papier à musique, avec une subtilité invraisemblable qui joue sur vos ambitions, qui joue sur vos sentiments, et toutes ces choses-là font que vous en êtes écarté. Comment se retrouver? Comment les Meraglim auraient dû faire au lieu de suivre le peuple qui disait « Mais attendez, c'est dur, on va changer d'équilibre, ce n'est pas facile à accepter, etc. » En vérité, on n'a pas été shlichim. On n'est pas des shlichim du peuple. On n'est pas là pour véhiculer les idées qui sont rabâchées par les télés, par les postes de radio, par la mode autour de vous, par les groupes dirigeants, dominants, etc. On est là pour se demander qu'est-ce qu'on pense nous. Oui. On est là pour se demander qu'est-ce qu'on pense nous. Je suis tout à fait conscient que c'est plus facile de suivre les chemins que les braves gens ont suivis déjà avant nous. Oui. Mais on n'est pas là pour ça. Et donc, il faut avoir une ardente obligation de suivre son propre chemin. Vous allez me dire, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et ici, je voudrais vous lancer une petite bombe. D'abord, si vous vous réveillez, c'est bien. Oui. Une petite bombe. C'est que il semblerait, je me suis aperçu, que une des solutions pour vivre de manière équilibrée entre la matérialité et la spiritualité, entre l'intériorité et ce qui nous environne, ce qui est social, c'est la parole. La parole. La parole, si on la surveille, si on se refuse de faire du lachon hara, si on évite de parler à mal, vous savez que les groupes se nourrissent du lachon hara. Ils écartent certains et donc ils se forment en groupe, ils incluent d'autres et donc ils se forment en groupe, et il n'y a pas de possibilité d'inclusion sociale sans lachon hara, sans parler sur les gens. Impossible, hein? Et puis c'est tellement délicieux, agréable, on se dégage tellement facilement, donc c'est la route, elle est quasiment tracée depuis le début, oui. Mais seulement celui qui surveille sa parole, oui, il n'intègre le groupe ou non, il n'intègre le groupe qu'il n'intègre pas au prix de son intériorité. La parole étant ce qui sort de chez vous, oui, de votre profondeur. Si vous la galvaudez de manière à adhérer à un groupe, alors vous ne pouvez pas avoir votre quant à soi. Si vous apprenez, et c'est ça le truc, à vos enfants,
à ne pas faire de la shonara, si vous apprenez à vous êtes le rendez pointilleux, makpidim, sur le fait de ne pas dire du lachonara chez vous déjà à la maison, les frères sur les sœurs sur les frères, sur les amis, sur leurs amis, etc. Et que vous leur faites haïr cette mida ra'a qui ne fait pas grandir l'homme, mais que vous leur apprenez à employer à bon escient leurs paroles, vous n'avez pas une idée du tri que ça fait entre l'intériorité et l'extériorité. Il va y avoir un tri, on ne peut pas parler, on évite de se dire cette chose-là et ça va conduire nos actes naturellement, ça va conduire une partie de nos pensées au moins, et ça va surtout me positionner comme quelqu'un, les groupes intègrent par la parole. Je dis les choses qu'il faut dire. Oui, les groupes les pires qu'ils soient, les nazis, ou les groupes les plus intelligents qu'ils soient, dans tous les cas, on s'intègre dans un groupe en parlant. On n'intègre pas un groupe en étant silencieux. Ça n'existe pas. D'accord? Donc si vous surveillez votre parole, vous êtes sûr que va émerger peu ou prou, avec peu ou beaucoup d'intensité, l'intériorité de votre enfant et de vous-même. S'ils sont éduqués au Lachon Hara, ils n'intégreront pas un groupe n'importe comment. Ils sauveront ce qu'ils ont d'intériorité, et à ce moment-là, leur vie sera guidée par ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire. Et vous ne savez pas la richesse de cette chose-là. Est-ce que vous entendez? C'est une technique très pratique. C'est très pratique, c'est pas du tout théorique. Ça vous éduque à vous. Vous-même, ça fait émerger votre intériorité. Ça vous pouvez pas. Ça vous dit pas. Oui? Donc déjà, vous commencez à faire le tri chez vous. Ensuite, vous faites le tri chez l'enfant. Oui, la parole, c'est entre l'acte et la pensée. Et à ce moment-là, vous avez une idée, vous verrez à ce moment-là émerger un petit peu ce que votre enfant pense. Oui, et là où il ne peut pas s'empêcher de parler. Et donc, vous allez voir ici les personnalités émerger. A contrario, oui. Un petit peu avocat du diable, mais est-ce que quand on fait parler l'enfant, on n'apprend pas plus que quand il ne parle pas sur la chose? Ah, je suis tout à fait d'accord. La shonara ne veut pas dire l'absence de parole du tout. Veut dire interdiction de la shonara. La mauvaise langue. Ça n'a jamais voulu dire qu'on ne parle pas du tout. On apprend à parler. On apprend à parler. Donc c'est formateur. Ça écarte de nous la toute-puissance du groupe dont vous devenez l'esclave, parce que vous dites les mots, le sésame qui vous fait rentrer dans le groupe, et ce que le groupe veut taire, vous le taisez, ça c'est fini. Vous êtes en train de vous positionner par rapport à ce qui est la shonara, par rapport à ce qui est ce qu'on peut dire ou on ne peut pas dire. Oui? Il peut critiquer quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, c'est vrai. Sinon, on peut critiquer quelque chose, mais pas forcément quelqu'un. Un enfant. Peut parler d'une situation qui ne lui convient pas. Oui, on ne parle pas de danger, évidemment. Si on lui interdit pour être harcelé, ne pas en parler, ça peut être quand même un problème. Non, il y a une limite, évidemment. Si jamais ça amène à un problème ou à un péché, il n'y a pas de sous, évidemment qu'on en parle. Donc ici, cette mesure-là, il faut en tout cas lui apprendre à savoir ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Parce que ici, la parole est complètement libre. On fait ce qu'on veut. Et c'est à cause de cette liberté de parole que finalement se forment les groupes. C'est pas très grave de dire ce qu'on doit dire pour pouvoir intégrer un groupe. On paye le tribut depuis le départ. On dit ce qu'on doit dire, c'est le sésame. On tait et on cache ce qu'on sait être. Ça, c'est pour ne pas s'écarter de ce groupe-là. Oui. Et on condamne au passage des vérités qui auraient dû être dites ou au moins pensées. Et on finit, en refusant de les dire, on finit par ne plus les penser. La vérité n'est plus la plus droitisée. Ça nous apprend à nous ce qu'on doit faire, et ça apprend à l'enfant à se positionner. A contrario, on va examiner ces pistes-là très clairement. A contrario, toujours dans la paracha Shlach-Lecha, vous avez vu que juste après les Meraglim, les espions, on parle de la Chala. La Chala, quel rapport avec les espions? Oui, vraiment. Je ne veux pas dire qu'on saute du coq au coq, oui, mais quel rapport entre la chala et comme si la chala aurait été le remède
aux Meraglim. En quoi la Chala aurait été le remède à la manque de Yumuna qu'ont eu les Meraglim, qu'ont eu les espions qui sont partis qui espionnaient la terre? En quoi? Et la réponse, elle est simple. Ils ont vu ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas vu ce qu'ils voulaient. Quand je vous ai parlé de la Menorah, je vous avais dit, Shabbat notamment, que la Menorah, les mèches étaient focalisées vers le canet central, vers la mèche centrale, mais c'est marqué, Yahiru Shivat Hanerot. C'est marqué que les 7 étaient, en quelque sorte, vers le central. Or, 6 auraient dû être vers le central, le 7e non, oui. Donc on voit que les 7 étaient dirigés vers quoi? Elles étaient les 7 dirigées vers le Haron. Pas les 6. Les 6 vers le central et le central vers le Haron. D'accord? Et que non, qu'on voit qu'ici, si la lumière est venue m'éclairer, si je puis dire, et me fournir son message, son message, oui. Si la lumière est venue, elle est en train de me dire que la lumière, on ne peut pas éclairer de manière diffuse les choses. Ça, c'est le même problème que nous avons sur le plan social. Sur le plan social, on demande une lumière qui éclaire tous les détails. C'est insensé. Pourquoi? J'ai besoin pour comprendre, dans un monde logique, j'ai besoin pour comprendre que chacun des détails soit mis en valeur. Et je comprends le blanc par rapport au noir, le rouge par rapport au bleu, etc. Je comprends le grand par rapport au petit, le large par rapport à l'étroit, je comprends le juif par rapport au goy, le goy par rapport au juif. Et j'ai besoin d'éclairer le goy et le juif en même temps pour savoir qu'est-ce qui le différencie d'une certaine manière. Oui, l'américain par rapport à l'éthiopien, et ainsi de suite. Donc j'ai besoin d'éclairer les détails. Mais cette compréhension, la Menorah nous livre un message invraisemblable. Elle nous dit, il ne faut pas avoir cette compréhension. Il ne faut pas éclairer comme ça. C'est pas un éclairage, ça. Vous savez comment c'est un éclairage? Un éclairage, c'est dirigé. Je néglige certaines choses et j'éclaire d'autres choses. On éclaire ce qui doit être éclairé et on met dans l'obscurité ce qui doit être éclairé. Ça, c'est une Menorah qui vient nous guider, nous donner le chemin. Oui? Ça, c'est une Menorah. Eh bien, on doit apprendre à ne pas regarder ce qui n'est pas qui ne doit pas être regardé, et à regarder ce qui doit être regardé. Attention, sinon, vous savez, vous pouvez, en regardant vos ennemis et en comprenant leurs raisons, accepter quasiment d'avoir une version suicidaire de l'affaire qui vous met à l'écart, vous met à l'écart. Il y a une question d'équilibre. Toutes les choses sont une question d'équilibre. Oui? Tout le monde a un peu de vérité. Tout le monde a un peu de vérité. Mais vous devez focaliser la lumière vers l'endroit où elle doit se focaliser. On se demande bien, mais... Alors que nous, on laisse la lumière diffuse, tout est ouvert, socialement, tout est permis, et c'est comme ça que vous avez des sociétés très ouvertes, où finalement, au lieu d'amener à une personnalisation sous prétexte de proposer des choix, ça amène à une dépersonnalisation. Une dépersonnalisation. Comment faire pour sortir de là? Pourquoi les Meraglim ont-ils raté dans leur mission? Parce que eux, ils ont dit, attendez, oui, il faut aller en Eretz Israël, mais, et voilà, ils ont mis une autre vérité en face d'une vérité fondamentale, mais c'est difficile, ça va nous faire sortir de la Torah, on va plus voir Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Et donc, ils n'ont pas su regarder ce qu'ils devaient regarder au moment où ils devaient le regarder. Je n'ai pas dit que leurs arguments étaient faux. Je dis qu'ils étaient fallacieux, qu'ils falsifiaient la vérité. Il fallait les regarder après. Il y en a un qu'on regarde avant, une lumière qu'on regarde après. On doit focaliser les choses. Tout est vrai. C'est une question de séquence et de voir dans le temps comment choisir les choses. Et donc, ils n'ont pas su, parce qu'ils n'avaient pas envie de rentrer en Israël, ils n'ont pas su sur quoi focaliser leur regard, polariser leur regard. Ils n'ont pas su le faire. Ah, comment ça se fait qu'ils n'ont pas su le faire? Réponse, s'ils avaient fait la chala, alors ils auraient su. Ah bah oui. Vous savez bien que la chala, c'est le remède de tout, pour tout, de toutes les femmes, non? On fait la chala, on a un enfant, on fait la chala, tout s'arrange. Pourquoi? Eh bien, la chala, à contrario de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de contrôler le flux de parole qui sort, la chala,
c'est enlever de la matière. Vous avez deux choix, c'est pour ça que j'ai dit à contrario. Un, vous contrôlez ce qui sort. Deux, vous délestez ce qui doit être rejeté. C'est les deux techniques pour focaliser, pour pouvoir faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, à ce que l'on voit. Vous avez deux techniques. Vous descendez une partie des sacs de sable de votre dirigeable, de votre ballon dirigeable, oui. Après, il faudra quand même larguer les amarres, on s'en sort pas. Hein. C'est à le dire, mais c'est comme ça. Et larguer les sacs de sable, c'est encore pas trop difficile. C'est larguer les amarres, c'est lâcher l'amarre qui est difficile. Et donc, vous devez vous délester une partie de votre matière, parce que c'est une partie de votre matière qui crie, mais attends, dans le désert, on a le confort. Oui, pas besoin de sécurité sociale. Pas besoin d'allocation familiale. Pas besoin de pressing. On ne travaille pas, on ne fait pas la cuisine. On ne fait même pas la vaisselle, puisque de toute façon, il ne reste rien. D'accord? Et donc, on n'est pas malade, on ne travaille pas. Oui? Et donc, il y a une partie de votre matière qui dit, attends, avant d'abandonner ça, il faut voir quand même. Oui? Et donc, si vous vous délestez une fois que vous savez que l'ordre est de rentrer, que vous vous délestez de cette matière qui chez vous appelle le contre-ordre, commence à dire, attendez, je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais, vous connaissez mais, si vous vous délestez cette matière, à ce moment-là, c'est la deuxième technique pour pouvoir essayer d'affiner et de faire émerger chez vous et chez vos enfants les choses. Donc, leur apprendre à suivre la piste des mitzvot. On va explorer ces deux pistes.